Chaque jour, nous les croisons. Ce sont des silhouettes contre les murs froids de nos villes. Nous baissons souvent le regard, peut-être par malaise ou par sentiment d'impuissance. Mais qui sont ces personnes que nous appelons les sans-abri ? Ce ne sont pas des statistiques, ce ne sont pas un problème social à gérer. Ce sont des êtres humains, chacun avec une histoire, un passé rempli de souvenirs, et un cœur qui bat avec des espoirs et des peurs, tout comme le nôtre. Ce sont d'anciens collègues, des voisins, parfois même des membres de notre famille. Une perte d'emploi soudaine, une maladie dévastatrice, une rupture familiale. La vie peut basculer en un instant, poussant n'importe qui vers le précipice. Ignorer leur détresse, c'est nier une part fondamentale de notre humanité partagée. L'urgence d'agir n'est pas seulement un choix politique, c'est un impératif moral. Quand une personne est forcée de dormir sur un trottoir en béton, exposée aux éléments, à la violence et à la maladie, ses droits les plus fondamentaux sont violés. Nous parlons du droit à la sécurité, du droit à la santé et surtout, du droit à la dignité. La dignité n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont un logement et un revenu stable. C'est une qualité intrinsèque à chaque être humain. En permettant à nos concitoyens de vivre dans des conditions aussi précaires, nous, en tant que société, les laissons tomber. Nous acceptons tacitement que certaines vies aient moins de valeur que d'autres, ce qui est un compromis dangereux et inacceptable. Nous devons remettre en question les récits qui déshumanisent les personnes sans abri. Elles sont souvent injustement étiquetées comme paresseuses, irresponsables ou dangereuses. Ces stéréotypes sont non seulement faux, mais ils créent également une excuse commode pour l'inaction. Ils construisent un mur invisible entre nous et eux, rendant plus facile de détourner le regard. Nous devons démanteler ce mur, une conversation et un acte de compassion à la fois. Cela commence par regarder les gens dans les yeux, offrir un simple salut, et se souvenir que derrière le visage fatigué se trouve une personne qui mérite le même respect et la même considération que nous attendons pour nous-mêmes. La crise dans nos rues est le reflet direct de notre conscience collective. La réalité est que le sans-abrisme est un cycle brutal et implacable. Sans adresse fixe, trouver un emploi devient presque impossible. Sans emploi, obtenir un logement est un rêve lointain. Une mauvaise santé, physique et mentale, est une compagne constante dans la rue, compliquant davantage toute tentative d'échapper à la pauvreté. C'est un piège, et c'est un piège dont très peu peuvent s'échapper sans un soutien significatif et structuré. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder les gens se faire consumer par ce cycle. Le temps de l'observation passive est révolu. La situation exige notre attention immédiate et inébranlable, pas demain, pas la semaine prochaine, mais dès maintenant. C'est une urgence humanitaire qui se déroule juste à notre porte. Considérons une observation simple, mais puissante. Traversez n'importe quelle grande ville. Combien de chiens ou de chats errants voyez-vous dans les rues ? La réponse est généralement très peu, voire aucun. Ce n'est pas parce que ces animaux ne se perdent pas ou ne sont pas abandonnés. C'est parce que nous avons construit un système robuste pour en prendre soin. En tant que société, nous avons décidé qu'il était inacceptable que les animaux soient laissés à eux-mêmes. Nous avons créé un réseau de refuges, d'organisations de sauvetage et de services vétérinaires. Des bénévoles consacrent d'innombrables heures pour s'assurer que ces créatures sont nourries, abritées et qu'on leur donne une chance de vivre une nouvelle vie. Cette compassion est admirable. Maintenant, appliquons cette même logique à nos semblables. Dans les mêmes rues où les animaux errants sont rares, des milliers de personnes dorment dehors chaque nuit. Elles se recroquevillent dans les embrasures de portes, sous les ponts et dans les parcs publics. Elles sont exposées au froid glacial de l'hiver et à la chaleur torride de l'été. Alors que nous avons construit des refuges sûrs pour les animaux abandonnés,
Nous avons en quelque sorte accepté qu'il soit normal que notre propre espèce vive sans toit au-dessus de sa tête. Ce contraste est choquant. Il révèle une incohérence profonde et troublante dans nos valeurs collectives. Comment en sommes-nous arrivés à un point où nous faisons preuve de plus de compassion organisée envers les animaux qu'envers les êtres humains? Ce paradoxe n'est pas une accusation contre les amoureux des animaux. Au contraire, c'est un appel à étendre cette même puissante empathie aux humains. L'existence des refuges pour animaux prouve que nous sommes capables de créer des systèmes de soins efficaces lorsque nous décidons qu'un problème est important. Nous avons les ressources, les connaissances logistiques et la capacité de compassion. Nous l'avons déjà démontré. Le problème n'est pas un manque de capacité, mais un manque de volonté politique et sociale. Nous n'avons pas collectivement réussi à appliquer la même norme morale aux êtres humains qui souffrent sous nos yeux, traitant leur situation comme une tragédie inévitable plutôt que comme une injustice urgente à résoudre. La question que nous devons nous poser est la suivante. Qu'est-ce que cela dit de notre société? Cela dit que nous avons normalisé la souffrance humaine. Nous avons compartimenté notre empathie, la dirigeant vers des causes que nous trouvons plus acceptables ou moins complexes. Mais la vie d'une personne ne peut être moins importante que celle d'un animal de compagnie. Le besoin fondamental d'abri, de sécurité et de chaleur est universel. Le fait que nous ayons résolu ce problème pour un groupe, les animaux, et non pour un autre, les humains, est une sévère mise en accusation de nos priorités. Il est temps de combler cet écart et de déclarer, d'une seule voix unie, qu'aucun être humain ne devrait jamais être laissé dans la rue. Notre compassion doit être cohérente. Chaque année, les gouvernements prennent des décisions. Ils élaborent des budgets qui se chiffrent en milliards, voire en milliers de milliards. Ces budgets ne sont pas de simples chiffres sur une feuille de calcul. Ils sont une déclaration de nos priorités nationales. Ils nous disent ce que nous, en tant que pays, valorisons le plus. Nous investissons d'énormes sommes d'argent dans des projets d'infrastructures, dans des systèmes de défense, dans des subventions aux grandes entreprises et dans des événements culturels prestigieux. Ces investissements sont souvent présentés comme essentiels à la croissance nationale, à la sécurité ou au prestige. Et bien que bon nombre de ces domaines soient en effet importants, une question cruciale demeure: où se situent les membres les plus vulnérables de notre société dans cette équation? Trop souvent, le financement des programmes sociaux, en particulier ceux visant à aider les sans-abri, est considéré comme une dépense plutôt qu'un investissement. Il est traité comme une ligne budgétaire qui peut être coupée ou réduite en période difficile. C'est une erreur de jugement fondamentale. Fournir un logement et un soutien aux personnes sans abri n'est pas une préoccupation secondaire à aborder uniquement lorsqu'il y a un excédent budgétaire. C'est une responsabilité essentielle de tout État juste et compatissant. La force d'une nation ne se mesure pas uniquement à son PIB ou à sa puissance militaire, mais à la façon dont elle traite ses citoyens les plus fragiles. Un budget qui oublie les oubliés est un budget qui a perdu sa boussole morale. Soyons clairs. Investir dans des solutions pour le sans-abrisme est l'un des investissements les plus puissants qu'un pays puisse faire. Les coûts sociaux et économiques de l'inaction sont stupéfiants. Lorsque les gens sont laissés dans la rue, leur santé se détériore, entraînant des visites coûteuses aux urgences et des hospitalisations. Le manque de stabilité les empêche de travailler, ce qui signifie une perte de recettes fiscales potentielles et de productivité. Le cycle de la pauvreté s'aggrave, créant une plus grande pression sur les services publics à long terme. Il est bien plus intelligent, et finalement plus rentable, d'investir de manière proactive dans le logement, les soins de santé et les services de soutien que de payer le prix beaucoup plus élevé de la négligence plus tard. Par conséquent, la conversation doit changer. Nous devons exiger que nos dirigeants réévaluent leurs priorités. Construire un autre stade ou une nouvelle autoroute ne peut pas être plus important que de s'assurer que chaque enfant a un lit chaud où dormir.
L'État a le devoir de protéger tous ses citoyens, et cette protection commence par la satisfaction de leurs besoins les plus fondamentaux. Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit de justice sociale. Il s'agit de reconnaître qu'une société forte, saine et productive est une société où personne n'est laissé pour compte. Il est temps de rediriger nos ressources vers ce qui compte vraiment, la dignité et le bien-être de chaque personne. Résoudre le problème du sans-abrisme ne se résume pas à donner une clé d'une chambre à quelqu'un. Si le logement est la première étape essentielle, ce n'est que le début du parcours. Une personne qui a vécu le traumatisme de la rue a besoin de plus qu'un toit. Elle a besoin d'un système de soutien complet pour l'aider à reconstruire sa vie. C'est pourquoi une approche logement d'abord, combinée à des services d'accompagnement, est si cruciale. Cela signifie fournir un accès immédiat à un logement sûr et décent, sans conditions préalables, puis offrir un soutien adapté pour répondre aux besoins spécifiques de l'individu, qu'ils soient liés à la santé mentale, à la toxicomanie ou aux handicaps physiques. Ce système de soutien doit être multifacette. Il exige des travailleurs sociaux dévoués qui peuvent établir des relations basées sur la confiance et le respect. Ces professionnels aident les individus à naviguer dans des systèmes administratifs complexes, à accéder aux services de santé et à renouer avec leur famille et leur communauté. Une autre composante vitale est la réinsertion professionnelle. Cela implique des programmes de formation professionnelle, une aide à la rédaction de CV et des partenariats avec des entreprises locales désireuses de donner une seconde chance aux gens. Obtenir un emploi significatif n'est pas seulement une question de salaire, c'est une question de restauration du sens, de l'estime de soi et de l'indépendance. Il s'agit de réintégrer le tissu social en tant que contributeur précieux. De plus, aucun gouvernement ne peut s'attaquer à ce problème seul. Une stratégie solide et efficace dépend d'une étroite coopération avec le secteur associatif. Les associations et les organisations communautaires sont en première ligne chaque jour. Elles ont l'expertise, les connaissances locales et la confiance des personnes qu'elles servent. Les gouvernements doivent autonomiser ces organisations en leur fournissant un financement stable et à long terme au lieu de les forcer à concourir pour de petites subventions à court terme. Ce partenariat permet une réponse plus agile, plus humaine et plus efficace. Le rôle de l'État est de construire le cadre et de fournir les ressources, tandis que les associations apportent le soutien personnalisé sur le terrain. En fin de compte, la lutte contre le sans-abrisme est la mesure du caractère d'une nation. S'assurer que chaque être humain peut vivre une vie digne n'est pas seulement un acte de solidarité. C'est la preuve ultime d'une société développée et civilisée. Un pays développé n'est pas seulement un pays avec une économie forte. C'est un pays qui lutte activement contre l'exclusion et garantit les droits fondamentaux de tous ses citoyens. En investissant dans des solutions concrètes, plus de logements sociaux, un soutien complet et des partenariats communautaires solides, nous n'aidons pas seulement des individus. Nous construisons une société plus forte, plus juste et plus résiliente pour tous. Chaque personne mérite un endroit où se sentir chez elle.